Bonjour, Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Clémentine Beauvais et Alexandre Bord. Clémentine Beauvais est une autrice franco-anglaise, également enseignante-chercheuse à l'Université de York en Angleterre, et traductrice notamment du dernier J.K. Rowling, Lycabog, chez Gallimard Jeunesse. Écrivaine prolixe, Clémentine Beauvais nous invite dans des textes parfois nostalgiques, légers et rafraîchissants. Pour ce nouvel opus, Changement de ton, c'est une mise en perspective de la condition difficile des femmes au XIXe siècle, puissant et ingénieux. Ce titre est une nouveauté de la saison 2 de la collection Iconopop chez l'Iconoclaste. Texte bref, intime, percutant, la collection est très remarquée à sa sortie en octobre 2020, avec des textes de Mathias Malzieu, Daria Nelson, Suzanne Roth-Ballet et Lisette Lombé. Chez Le Fayère, on aime l'objet coloré, illustré, pop et ses textes dérangeants, musicaux et poétiques. La collection est dirigée par Cécile Coulon, autrice, et Alexandre Bord, ancien libraire et éditeur. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice ainsi que la personne qui l'édite. Et dans cet épisode, l'histoire d'une faiseuse d'anges du 19e siècle en votre compagnie, Clémentine Beauvais. Bonjour. Bonjour. Décomposé, c'est le titre de votre livre paru aux éditions l'Iconoclaste dans la collection Iconopop que dirigent Cécile Coulon et Alexandre Bord. Le second sera avec nous dans un instant. Vous y racontez Grace, dont on sait dès le début qu'elle décède en 1855 au détour d'un sentier. Et vous allez remonter la vie de cette femme qui a été couturière et qui a eu différents usages de ses aiguilles pour réparer les plaies des femmes victimes de la violence des hommes ou pour les faire avorter notamment. Comment est née cette histoire de Décomposé ? Elle est née il y a vraiment très longtemps parce que j'ai 32 ans et je crois que j'ai eu l'idée quand j'en avais 16 parce que la moitié de votre vie. Ouais, exactement. Parce que j'étais comme tout le monde à l'école, au collège, au lycée, et puis j'ai découvert La Charogne de Baudelaire, une charogne qui est vraiment l'un de ses plus beaux poèmes objectivement quoi. Je pense que c'est très difficile de contester que c'est un poème absolument sublime et qu'à l'époque déjà, je me souviens, je l'avais lu puis je m'étais dit mais c'est magnifique, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est ce récit d'une femme pas d'une femme, d'une charogne en décomposition sur le bord d'un sentier. Mais en même temps, quel goujat quand même de terminer en disant à sa muse et toi, quand tu seras morte, t'iras dire au ver de terre que je t'ai beaucoup aimé et tout. Et je trouvais que quand même c'était vraiment un goujat de faire ça. Et là, voilà, c'est en fait la mise en œuvre de cette idée, c'est-à-dire qui est cette charogne. Alors, on sait jamais dans le poème d'origine si c'est un animal ou un être humain. C'est très probablement plus un animal qu'autre chose. Moi, j'en ai fait une femme. Et surtout, cette charogne, elle va parler à la muse de Baudelaire, dont j'ai laissé entendre que c'est Jeanne Duval ou Jeanne Lemaire, c'est peut-être pas le cas d'ailleurs. En tout cas, c'est le prénom que vous avez utilisé. Voilà, c'est le prénom que j'ai utilisé et l'histoire que j'ai utilisée. Et donc, c'est le dialogue entre ces deux femmes en marge du grand poème. Voilà. Vous avez parlé effectivement de la décomposition, la charogne, parce que vous jouez aussi avec ce vocabulaire de la pourriture, ce vocabulaire de la décomposition. C'était un défi pour en faire un texte poétique de passer par ce vocabulaire-là? Honnêtement, la grosse inspiration derrière, qui est quand même une charogne, c'est le modèle qu'on a. Alors avec d'autres choses, il y a eu pas mal de tableaux, de charognes aussi, de choses qui ont contribué à rendre belle cette espèce de portrait de tout ce qui est pourri, de tout ce qui est abject, etc. Et moi, oui, je me suis bien amusée en fait. J'ai bien aimé personnifier aussi les insectes qui sautillent sur les globes oculaires, tout ce genre de choses là. Et c'est aussi une occasion de parler du corps, pas forcément d'ailleurs en décomposition, aussi du corps amoureux, du corps sensuel, du corps obligé, forcé, de tous les états du corps en fait. Effectivement, il y a tous ces états du corps dans votre livre, Clémentine Beauvais, que ce soit le corps aimé ou que ce soit le corps maltraité. Là aussi, c'était un défi pour en faire un texte poétique avec la dimension, on peut penser surnaturelle, ou en tout cas sublime, de parler de cette violence qui est faite au corps des femmes, surtout en ce 19e siècle, et surtout quand il est histoire ici de prostituées. Oui, et en fait, il y a plusieurs choses qui sont un défi. Je pense que l'un des défis, c'est de pas sombrer dans le voyeurisme simple, donc de faire une accumulation de ces mots français qui sont en fait très beaux. Il y a beaucoup de mots qui ont un rapport avec la pourriture, le gluant, le flasque, le visqueux, qui sont en fait des mots qui sont très très attirants en français, qui presque onomatopéiques pour beaucoup et tout. Mais il faut pas non plus tomber dans une espèce de voyeurisme total là-dedans. Donc pour moi, c'était important. Enfin, vous avez dit le terme maltraité.
maltraité pour le corps, et je pense que c'est un très bon terme. J'y avais pas pensé parce qu'en fait, il y a le corps qui est maltraité parce qu'il est violenté, et c'est le cas pour plein de personnes que Grace rencontre. Parce qu'elle est prostituée, et puis comme par hasard, il y a beaucoup de femmes qui rencontrent des commodes dans des pièces. Oui, des consoles. Ouais, des consoles, pardon. Pour le coup, c'est un fait historique, hein, ouais. le coup de Baudelaire et de la console. Et en fait, il y a aussi une question de traitement, c'est-à-dire que comment on traite ce corps des femmes. Et pour moi, la partie médicale, alors même si évidemment je suis pas du tout une experte en médecine, mais la partie médicale était importante, c'est-à-dire que Grace est tout autant une tueuse, parce qu'elle devient une tueuse, qu'elle est une réparatrice de corps de femmes, et que l'aiguille à coudre, qui est ce qu'elle commence à faire pour simplement être couturière, va servir ensuite à réparer des corps. Et parfois ça va être en recousant des plaies, et parfois ça va être en avortant des femmes qui ont été victimes d'une grossesse accidentelle. Ça paraît extrêmement étrange de le dire comme ça, mais de facto c'est ce qui se passe. Et donc ça m'intéressait d'interroger cette pluralité-là de corps qui sont traités, pas bien traités, dont le traitement médical ne s'est pas fait correctement, etc., etc. Et c'est à ces moments-là, pour revenir à l'idée de poésie, qu'on peut réinstaurer, non pas du voyeurisme, mais du soulagement, un côté réconfortant, etc., qui va un peu contrebalancer le côté glauque de la pourriture. On a aussi, dans votre livre, Clémentine Beauvais, décomposé entre le corps qui est un objet et le corps qui est un sujet. On a l'impression que Grace, malgré le fait qu'elle soit mise au banc de la société par les actes qu'elle commet, mine de rien, elle appelle les prostituées ses sœurs, et c'est elle qui a ces femmes dont les corps sont utilisés comme des objets, va leur donner une personnalité, va les réparer, va les considérer individuellement. Même son compagnon, qui est un apprenti médecin qui connaît tous les noms des os du corps humain, ne considère le corps humain finalement que comme un objet lui aussi. Oui, je pense que c'est ça. Elle va auprès de son compagnon qui est vraiment quelqu'un de bien, hein, déobjectifier ce corps humain, et oui, se présenter en tant que sujet, mais n'empêche qu'à la fin, elle reste cet objet naturel en fait. Et le poème de Baudelaire commence par rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme, et cette idée de quel est cet objet, c'est une charogne, et de quoi c'est un objet en fait. Et elle va avoir plusieurs objets. Elle a des objets qu'elle utilise pour coudre, pour tuer, etc. Elle-même va être un objet de temps en temps dans le regard des hommes. Elle va aussi et c'est vrai que c'est tout un apprentissage de son rôle en tant que sujet. Est-ce qu'il réussit ou pas, on va découvrir, mais je pense que c'est plus compliqué que c'est pas, pour moi c'est pas un récit d'émancipation, d'indépendance, d'empouvoirment comme on pourrait avoir. C'est pas aussi clair que ça quand même ce qui se passe. Parce que c'est un livre de bilan de la vie, parce qu'on sait donc qu'elle décède, qu'elle est en train de mourir au bord d'un sentier, et en même temps c'est un livre de souvenirs. Elle s'adresse à cette Jeanne, cette femme qu'elle a pris en affection pour raconter l'histoire de Jeanne avec son poète qui en a fait sa muse, et puis elle sa propre histoire. Mais c'est un livre de mémoire, un livre de souvenirs qu'elle adresse à Jeanne, mais qu'elle adresse à qui véritablement cette femme? Je pense que ça part aussi de la même idée, la réponse est aussi dans l'idée du début du livre, c'est-à-dire d'aller chercher les histoires des deux vies qui sont contenus dans une charogne, la vie de la charogne et la vie de la muse, alors que ce soit Jeanne ou pas. Et moi, la vie de Jeanne Lemaire ou Duval, elle est fascinante. De toute façon, toute personne qui s'intéresse à Baudelaire trouve cette vie fascinante parce qu'on en sait si peu de choses en fait. Hein. On sait même pas où elle est née. Enfin bon, il y a des suspicions. On sait même pas quel était son nom de famille. Et ça, c'est génial pour un romancier, une romancière, parce que ça veut dire qu'on peut investir l'espace, inventer tout un tas de choses, évidemment les dates, etc. Il y a plein d'inventions dans ce texte. Ça se veut pas du tout une histoire secrète cachée dans la grande histoire de Baudelaire, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est toutes ces vies qui sont passées sous silence, mais qui existent quand même en ellipse dans la grande littérature entre guillemets, dans les classiques. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de s'approprier ces vies-là pour les raconter d'une manière qui résonne avec notre vision d'aujourd'hui sur un texte comme celui-là. Donc alors mettre des mots, les raconter par des mots, parce que ce que vous racontez dans ces deux couples, il y a ça en commun, c'est que Charles et Camille, qui sont les compagnons de Jeanne et de Grace, ils ont les mots. Charles, la poésie, Camille, les mots de la médecine, mais c'est pas les femmes. Les femmes, ça va être la dimension charnelle, la dimension physique des corps. Oui, c'est-à-dire que Charles, il est en train de composer son poème, alors que Jeanne est à son bras, et Jeanne, elle a la connaissance de la charogne, parce que la charogne lui parle intimement d'une certaine manière, et Charles écoute un peu distraitement Jeanne lui raconter cette histoire de la charogne, il s'en inspire un peu, mais il faut pas que ça aille trop loin quand même, et en même temps, il compose donc le grand poème, et le but des composés n'est pas du tout de dire que c'était un mauvais poème, c'est vraiment l'un des plus beaux poèmes de la langue française, mais c'est vrai que je m'amuse avec ça aussi, le fait que lui et ces mots qu'il place et qui sont parfois ridicules, parce que par exemple vous crûtes vous évanouir, qui est quand même l'un des
l'un des mots les plus moches de la langue française, et on peut en rire un petit peu. Camille, c'est un peu différent. Il représente la médecine du 19e siècle, le moment où tout se professionnalise et où la médecine va vraiment expulser aussi les femmes qui savent des choses, les sages-femmes par exemple, les femmes qui avaient un savoir un peu de sorcières. La médecine va expulser ça de plus en plus et devenir vraiment un territoire très masculin avec des mots très spécifiques, etc., qui évidemment a énormément servi à sauver des vies, mais qui a aussi écarté ces savoirs-là. Et donc Grace, qui est une espèce de sorcière d'une certaine manière, qui a appris ça toute seule sur le tas avec son aiguille, va contrebalancer en fait les efforts scolaires de Camille, qui est aussi très jeune et qui a une vision très rationnelle du corps. Ouais, notamment, elle va s'apercevoir que chaque corps humain est différent, donc il faut adapter le matériel à chacun des corps qu'elle va avoir à réparer ou à soulager. Clémentine Beauvais, je voudrais qu'on s'intéresse à la forme de votre livre, parce que c'est un livre qui est dans la collection Iconopop, qui est une collection, on en reviendra tout à l'heure avec évidemment votre éditeur Alexandre Bord, mais une collection de livres poétiques dans lequel figurent quand même des illustrations. Il y a un travail à partir de photos qui montrent des fragments de corps d'une femme tout au long de ce livre. Quelle fonction ont ces images pour vous? Alors ces illustrations, c'est un travail du graphiste Quentin Leeds. Il y a beaucoup tous les autres livres de l'Iconopop sont aussi illustrés et certains par l'auteur ou l'autrice même. Moi, j'en avais pas du tout la capacité. Et donc, ce travail, ça part d'une image, d'une statue un peu antique, un peu à canon de beauté classique, et elle est donc décomposée à l'intérieur jusqu'à arriver jusqu'à la tête à la toute fin. Et moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait une espèce de ponctuation visuelle sur lequel l'œil se repose avant de repartir dans le récit, et ça correspond tout à fait à la forme très libre aussi verbalement, qui a un côté aussi visuel évidemment parce que c'est en vers libre qui sont un peu éclaté sur toute la page. Pourtant, votre texte est aussi lui-même visuel, par la manière dont il est mis en page, par les manières d'aller à la ligne, par les espaces que vous utilisez au sein même d'une phrase, au sein même d'une ligne. Ça, en revanche, est-ce que c'était pensé dès l'écriture? Ouais, ça c'est très pensé dès l'écriture. Pour moi, le travail visuel sur ce type de vers libre, qui est un peu similaire à ce que j'avais fait dans un précédent roman, Songe à la douceur, ce qui est très intéressant avec ce genre de travail, c'est qu'on peut jouer sur la gymnastique oculaire d'une certaine manière pour introduire des pauses, des espaces, même toute une dimension, une distance ironique peut être introduite par une distance physique. Et on peut avoir par un mot qui est décalé complètement, par exemple, complètement déporté à la droite de la page, ça oblige l'œil à faire un mouvement qui oblige le cerveau d'une certaine manière à introduire un silence, une hésitation, un doute, etc. Ou l'inverse aussi, parce qu'il y a des dialogues entre Jeanne et Charles, on pourrait penser qu'ils parlent en même temps. Parfois. Voilà, alors les dialogues entre Jeanne et Charles qui sont présentés de manière plus ou moins théâtrale, c'est aussi une manière d'introduire des pauses, toutes les didascalies n'ont pas lieu d'être dans une mise en page comme ça parce que c'est vu comme si c'était dit ou c'est dit comme si c'était vu, quoi. Parce que c'est aussi une collection qui publie des textes qui sont faits pour être entendus. Comment est-ce que vous avez pris en compte cette dimension-là, alors que l'on vient de parler d'une autre dimension, qui est la dimension visuelle, donc ça pourrait paraître contradictoire l'un et l'autre. Ouais, alors je nuancerais ça un peu dans mon cas, parce que c'est vrai que c'est complètement le cas pour des textes, évidemment, de Lisette Lombé, d'Akhenaton, etc. Moi, ma poésie, pour moi, elle est quand même très visuelle, donc quand je la lis à voix haute quand même, je la lis à voix haute, mais pour moi, ça m'est très difficile, je veux dire, je suis pas une oratrice, quoi, je ne lis pas à voix haute ma propre poésie en public ou très rarement et parce que la dimension visuelle est si forte, en fait c'est assez dur à lire à voix haute, c'est assez difficile. Alors ça a été fait, il y a eu un audiolivre super de Songe à la douceur lu par Rachel Arditi, j'espère bien que celui-là sera aussi en audiolivre. Il faut trouver des stratégies orales pour rendre ces stratégies visuelles, donc moi je m'inscris pas du tout dans le mouvement de poésie parlée qui peut être le cas pour certains autres livres de l'Iconopop, parce que en fait c'est pas dans mon ADN littéraire, exactement. Et pourtant avec Clémentine Beauvais, c'est donc à l'Iconopop que vous avez adressé ce texte. Pourquoi vous avez choisi cet éditeur, cette maison d'édition, à moins que ce soit l'inverse? En fait c'est l'inverse, c'est Cécile Coulon qui m'a approché au début parce qu'elle avait lu Songe à la douceur et elle m'a dit voilà, on lance cette collection et moi il faut savoir que vraiment j'écris pour les enfants et les ados. Normalement j'écris pas pour les adultes, c'est mon tout premier livre entre guillemets pour adultes, mais il y a un truc qui m'a frappé quand elle m'a raconté l'esprit de la collection. Elle m'a dit voilà, c'est une collection de poésie contemporaine, très courte, 80 pages, bon celui-là fait un petit peu plus, et là en fait j'ai eu une vision d'une forme littéraire que les Anglais appellent la novella, donc là c'est le court roman en fait, ça n'existe pas vraiment en français, et je me suis dit mais un court roman en vers,
je sais pas pourquoi ça me parlait vachement comme forme littéraire. Je me suis dit c'est intelligent parce que c'est un truc qui permet quelque chose de plus long et de plus poussé qu'une nouvelle, mais pas aussi gigantesque qu'un roman. Et donc on peut faire quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'acrobatie littéraire, comme cette idée-là qui m'est revenue en tête à cette occasion-là. Donc du coup je l'ai écrit vraiment pour l'Iconopop. Et comment vous avez travaillé justement avec les éditeurs Cécile Coulon et Alexandre Bord? Est-ce qu'il y a eu des allers-retours entre eux et vous pour refaçonner, recomposer des parties du texte? Je leur avais d'abord envoyé, il me semble, les 2-3 premiers chapitres. J'étais à l'époque, ça s'est fait très vite en fait, parce qu'elle me l'a demandé en juillet, je crois. En août, j'ai commencé à l'écrire et je leur ai envoyé parce qu'ensuite j'ai accouché, donc il y a eu une petite pause quand même. Et à ce moment-là, ils m'ont dit OK, nickel, on le prend. Ils m'ont fait le contrat, donc sur la base de ces premiers chapitres. Et ensuite, j'ai écrit le reste dans les semaines brumeuses suivant l'accouchement. Et après, c'est avec Alexandre que j'ai travaillé, avec des retours, avec des allers-retours. Donc du retravail, etc., qui a pas été gigantesque en termes de structure, c'est-à-dire que la structure était quand même très présente et il n'y a pas eu des ajouts colossaux de cette manière-là. Il y a eu pas mal de retravail du début, je pense qu'il vous en parlera aussi, mais ça a été vraiment de la micro-édition, quoi, du micro-retravail. C'est toujours intéressant quand on écrit de la poésie de se confronter au regard d'autres personnes, surtout qui sont très très expertes en poésie, parce que des choses qui paraissent évidentes, la poésie comme ça fonctionne beaucoup par ellipse, des choses qui paraissent évidentes au poète ou à la poétesse d'une certaine manière, le sont pas forcément aux lecteurs et aux lectrices, et donc dans les silences, il peut y avoir des choses où le lecteur et la lectrice se dit en fait j'ai rien compris, quoi. Et ça c'est un gros travail, notamment dans un roman, parce qu'il faut comprendre des choses pour comprendre certains enjeux narratifs. Donc il y a quand même un travail d'explicitation qui a eu lieu, je trouve, sur ce livre-là. Et de manière générale, Clémentine Beauvais, qu'est-ce que vous attendez de la personne qui va vous éditer? Est-ce que vous attendez des conseils? Est-ce que vous attendez un travail sur la forme ou une validation de ce que vous faites? Ouais, tout ça. Pour moi, c'est très important qu'il y ait du retravail. C'est-à-dire que c'est presque comme si j'avais plus confiance en un éditeur qui me dit alors il va y avoir beaucoup de retravail, parce que je ne crois pas, ou très rarement, au roman qui est pratiquement parfait et qui a juste besoin d'une correction orthographique et typo, quoi. Et moi j'ai l'habitude de beaucoup travailler avec mes éditeurs. Mon éditeur traditionnel entre guillemets, Sarbacane, avec mon éditeur là-bas Thibaut, j'ai énormément d'allers-retours, du retravail de structure, du retravail de forme, du retravail stylistique, etc. Et là, surtout ce qui était fascinant, c'est que bon, moi je me considère pas en fait comme poétesse. J'ai écrit des romans en vers, mais pour moi ça fait pas de moi une poétesse. Par contre, Alexandre et Cécile, eux, sont vraiment spécialistes des formes poétiques, donc c'était très intéressant de confronter le texte à leur regard, et je savais que j'étais en de bonnes mains. Donc c'est aussi ce sens de sécurité que j'attends d'un éditeur. C'est qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui va aussi vous sécuriser dans la légitimité de votre entreprise d'une certaine manière, et je pense que ce qui manque beaucoup à tout un tas de livres auto-édités, je dis pas du tout qu'ils sont toujours mauvais, loin de là, mais souvent ce qui manque dans les livres auto-édités, c'est ce regard qui aurait pu dire tu vois ce que t'as fait là, ça a déjà été fait, tu vois ce que t'as fait là, et ben peut-être que par rapport au corpus de texte auquel ton texte appartient, ça aurait pu être plus original, plus intéressant, etc. Et ce regard-là, il est essentiel pour moi. Il y a presque une contradiction finalement dans ce que vous venez de dire sur votre attente qu'un éditeur vous sécurise, alors que là vous publiez dans une collection qui au contraire vante l'explosion du texte dans la forme. Oui, c'est vrai, ouais. Et puis la collection est nouvelle, et ce qu'elle fait, en tout cas, cherche, est assez novateur. Elle cherche à faire ça. Mais après, d'autant plus en poésie, c'est très facile de réinventer l'eau chaude, et parce que la poésie, il y a un côté très naturel aussi. C'est un des premiers genres qu'on écrit, je pense, en tant qu'ado. Là, je faisais encore des ateliers en 5e. Il y a quelques jours, et quand je demande aux collégiens qu'est-ce que vous écrivez, il y en a peu qui répondent, mais quand ils répondent, ils disent j'écris de la poésie, quoi, des trois poèmes comme ça. Il y a un truc très naturel dans la poésie qui semble très très facile de l'accès, et qui est à la fois sa force et peut être sa faiblesse, évidemment, parce que tout un chacun se met à se dire bon bah on va faire des vers, on va faire ça, et donc c'est ça aussi le rôle éditorial, c'est de dire voilà, la fraîcheur de ton texte, elle est là-dedans. Là, par contre, ça se rapporte trop à quelque chose de convenu, etc. Et un bon éditeur, il va avoir ce regard-là parce qu'il a aussi une vision d'ensemble de tout le champ poétique. Bon, les auteurs aussi, idéalement, mais les éditeurs d'autant plus. Voilà, c'est à découvrir donc dans votre livre Décomposé, paru à l'Iconopop. On va entendre dans un instant votre éditeur, Alexandre Bord. Clémentine Beauvais, merci beaucoup. Merci à vous.
suite de notre découverte de la collection Iconopop des éditions Iconoclast, après Clémentine Beauvais qui nous a parlé de son roman, de son livre mêlant la poésie, le théâtre, le roman, je sais pas trop d'ailleurs comment le définir, c'est justement une volonté, on va en parler en compagnie de l'éditeur Alexandre Bord. Bonjour. Bonjour. Co-éditeur, puisque vous co-dirigez cette collection avec Cécile Coulon. Nous venons d'entendre donc Clémentine Beauvais nous parler de son livre Décomposé, dans la manière dont elle a travaillé avec vous et puis avec Cécile Coulon qui lui a demandé ce texte à l'origine. J'aimerais avoir un peu maintenant l'autre côté, savoir vous, votre version des faits. Comment vous avez travaillé avec elle? Donc elle nous a dit qu'elle a donc répondu à Cécile Coulon, qu'elle a livré un texte et qu'il y a eu quand même du travail, notamment sur beaucoup plus sur les premiers chapitres. Oui, alors effectivement, c'est Cécile qui a proposé à Clémentine de rejoindre notre collection, qui était tout jeune collection, qui était tout juste naissante. Et Clémentine a répondu par l'affirmative avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme. Mais avant qu'elle nous envoie le texte, on savait assez peu ce qu'elle allait nous proposer. Surtout que ce qu'elle nous a rappelé, c'est qu'elle l'écrit surtout pour la jeunesse. Oui. Jusqu'à ce livre, en tous les cas. Jusqu'à ce livre, et on avait assez peu d'idées du résultat, mais on lui faisait confiance et on était curieux. Et le jour où je reçois le manuscrit, je l'ai lu tout de suite. Je l'ai lu d'une traite, je l'ai relu une deuxième fois quasiment juste après, et j'ai eu un enthousiasme assez dingue, un bonheur de lecture. J'ai beaucoup ri, j'étais emballé. Je me suis dit mais quelle audace elle a. J'ai trouvé que c'était punk, que c'était intelligent, gracieux. J'étais vraiment très 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 emballé par ce livre. Alors c'est un livre étrange, on peut le qualifier ainsi. Ça se passe quand même au 19e siècle avec une faisance d'ange et puis tous les usages qu'elle va avoir de ces aiguilles. Donc on est quand même très très loin du monde d'aujourd'hui. On est a priori très loin du monde. Oui, parce qu'il y a quand même le rapport au corps des femmes. On est a priori très loin du monde d'aujourd'hui, mais il y a plusieurs choses qui sont très contemporaines. Alors effectivement, il y a le rapport au corps des femmes et cette réflexion qu'on a sur le patrimoine culturel ces dernières années. Qu'est-ce qu'on garde du passé et qu'est-ce qu'on décide de cacher ou en tout cas d'avoir un regard différent sur l'histoire. Alors pas uniquement sur l'histoire culturelle et littéraire, mais en tout cas c'est des réflexions qui occupent tout un tas de domaines. Et la figure du poète Baudelaire, poète intouchable, grand poète français parmi d'autres, bien sûr, Rimbaud, Apollinaire, etc. Ce que nous propose Clémentine, c'est de décaler notre regard sur lui et de nous interroger à partir d'un de ses textes emblématiques, donc La Charogne, dans lequel il s'émerveille de cette femme en décomposition, cette femme lubrique, nue, et il se régale de cette vue. Et Clémentine, avec ce livre, interroge notre regard de lecteur 2 siècles plus tard. Elle nous suggère, elle nous impose pas. Je pense que c'est pas un livre dans lequel elle nous impose une vision des faits. En tout cas, elle nous suggère, elle nous propose une interprétation selon laquelle Baudelaire serait peut-être un peu macho. Et elle s'intéresse effectivement à cette muse Jeanne pour essayer de lui donner une vie, une identité. Mais je voudrais qu'on s'intéresse vraiment à la manière dont vous avez travaillé ensemble. Il y a ce qu'elle nous a dit, donc ce début qui a été retravaillé, et quand je lui posais tout à l'heure la question de savoir ce qu'elle attendait d'un éditeur, elle a utilisé plusieurs mots, notamment une expression. J'ai le sentiment de sécurité. Alexandre Bord, comment est-ce que vous recevez cela? Elle a dit ça de moi? Des éditeurs en général, ce qu'elle attend. Écoutez, moi je suis tout jeune dans ce milieu parce que j'ai été libraire pendant 9 ans. Et donc pour moi, éditer un texte avec un auteur, donc c'est-à-dire apporter mon regard et des suggestions de changement, dire tel mot à la place d'un autre, ou même carrément un paragraphe qui ne convient pas, dans un premier temps c'est un peu tétanisant.
J'ai fait des études d'édition, hein. À la Sorbonne, avant d'être libraire, j'avais cette formation, un peu ce background. Et si l'Iconoclaste m'a confié cette tâche, c'est qu'il sentait que j'étais en mesure de le faire. Et d'ailleurs, j'avais travaillé avec Cécile Coulon sur son deuxième recueil de poésie, Noir Volcan. C'est quelque chose avec lequel j'ai encore, je pense, beaucoup de progrès à faire. Mais en tout cas, j'ai du plaisir. Et effectivement, il faut installer un lien de confiance avec l'auteur. Et donc, comment j'ai travaillé avec Clémentine? Et on travaille pas un texte de la même façon selon qu'il est destiné à telle ou telle collection ou telle maison d'édition. L'Iconopop a pour vocation de s'adresser à un large public. Et selon moi, dans la première version du texte de Clémentine, l'entrée en matière, donc le premier chapitre, était trop abrupte. Et je lui ai dit qu'avec une telle entrée en matière, on risquait de perdre les lecteurs auxquels on souhaite s'adresser, ce qui serait bien dommage, parce que le récit devient beaucoup plus fluide après. Donc c'est vrai que l'essentiel du travail s'est fait sur le premier chapitre, pour avoir une entrée en matière dans le livre qui soit moins difficile d'accès, tout simplement, ouais. Donc voilà, c'était surtout ça l'essentiel de notre travail sur le texte. Après, il y avait 2-3 bricoles à droite à gauche. Ouais. Puis il y a le travail d'illustration dont elle nous a parlé, sur lequel elle n'avait pas pensé, hein, qui était une proposition de votre part dans cette collection, donc Iconopop. Donc alors, il y a la définition. Pour l'illustration, je tiens quand même à saluer Quentin Leeds, qui est notre, son nom a été évoqué tout à l'heure. Voilà, ouais. Qui est notre graphiste et maquettiste. Il s'est vraiment aussi emparé de cette chose-là. Il a fait la recherche iconographique pour la couverture et il a choisi de décliner cette illustration de couverture à l'intérieur du livre, de la décomposer. Voilà. À la fin de chacun des livres que vous publiez, il y a la définition de ce que vous voulez faire, de ce qu'est l'Iconopop, notamment des textes brefs, intimes et percutants, des formes libres et variées, cris de colère, récits ou poésie. On pourrait se dire, mais c'est quoi finalement la définition d'une collection qui peut aller du coup dans tous les sens, puisque les formes peuvent être très très variées, et quand on regarde les textes que vous publiez, Clémentine Beauvais, Mathias Malzieu, Akhenaton et bien d'autres, ils sont effectivement très variés les uns par rapport aux autres. C'est une ligne éditoriale qu'on redéfinit tous les 6 mois. Parce que voilà, il y a deux périodicités, 3 livres tous les 6 mois, 3 livres 2 fois par an. La motivation de base, c'est créer une collection de partage d'émotions fortes. Et ça peut être des émotions joyeuses ou des émotions tristes ou de colère, voilà. Mais vraiment, l'émotion en premier. Une réflexion sur ce qu'est un texte poétique. Facile aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est que la poésie, c'est comme l'un des genres les plus malmenés, parce qu'il n'est pas forcément le genre le plus prisé des lecteurs. Et on a envie de faire bouger les choses. Voilà, Cécile a publié 2 recueils de poésie qui ont très bien fonctionné. Les Ronces a obtenu le prix Apollinaire, il s'en est vendu plus de 10 000 exemplaires. Il y a la poétesse canadienne Rupicor qui cartonne dans le monde entier. Et moi, qui ai été libraire pendant 9 ans et notamment en charge du rayon de poésie à la librairie de Paris, j'ai vu que l'appréhension du public et des lecteurs pour la poésie était facile à faire tomber. Qu'il suffisait de savoir en parler, de donner envie et de trouver les bons textes pour que les barrières tombent, pour que l'appréhension s'évanouisse et que la lecture de poésie devienne aussi fréquente que la lecture du roman ou de la bande dessinée. Voilà, moi je suis friand de bande dessinée, je suis friand de romans. Je ne hiérarchise pas et je ne place pas la poésie sur un piédestal, même si je lui accorde énormément d'importance parce que j'en ai décidé d'y consacrer l'essentiel de mon temps en tant que libraire, avec mon podcast, en tant qu'éditeur. L'argument de la collection, c'était dédramatiser le rapport au vers, à la poésie et au texte court. Donc là, le livre de Clémentine n'est pas un recueil de poésie. Mais c'est hybride entre le théâtre, le roman, la poésie. Voilà, c'est hybride. Et puis son sujet central, c'est quand même un poème de Baudelaire qu'elle va réinterpréter. Même si c'est pas un recueil de poésie, la poésie elle est présente, elle est là. Comment vous choisissez justement les livres qui rejoignent votre collection? Donc on a parlé de Clémentine Beauvais avec cette
faiseuse d'anges et réparatrice dans Décomposé, mais il y a aussi Akhenaton qui fait un écho à une chanson qui date de 2006, La fin du monde, et là il fait un texte, La fin du monde. Non, ça s'écrit pas pareil. Le premier, c'est la finitude. La fin de leur monde. De leur monde, voilà. C'était de la finitude, et on passe ici à la fin de ne pas avoir à manger, et c'est un texte très colérique, enfin en tout cas qui porte une rage, ou alors texte encore complètement différent de Pauline Delabroix à l'art avec Maison Tanière, dans lequel elle raconte dans une première partie, alors avec chaque fois c'est la même chose, il y a sur une double page une photo et un texte. Première partie, c'est toute la discographie qu'il y a dans la maison qui l'a hébergée, et la seconde partie, c'est à partir des plafonds qu'elle écrit un texte. Donc ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un texte ou chez un auteur pour qu'il rejoigne l'Iconopop, Alexandre Bord? Faut que ça nous plaise. C'est déjà pas mal. Faut que ça nous plaise à Cécile et moi, que ça nous émeuve. Hein. On repart sur l'émotion dont je parlais tout à l'heure. Je crois que ça, c'est déjà les notions fondamentales. Et faut que ça ressemble un peu à ce que publie l'Iconoclaste par ailleurs. Oui, tout à fait. Mais même dans notre façon de penser cette périodicité, 3 livres en même temps, c'est ce que fait l'Iconoclaste pour ses rentrées littéraires. L'Iconoclaste est effectivement une maison d'édition qui est dans le partage, dans l'ouverture, et qui a aussi en tête de défendre des convictions très contemporaines en non-fiction, avec des essais qui se posent des questions, voilà, sur le féminisme, sur la race, sur un livre formidable là, qui est sorti au début d'année dernière sur les routiers, par exemple, ces invisibles de la société sans qui on pourrait pas manger. Voilà, c'est une maison d'édition qui est ultra contemporaine, qui est ancrée dans son temps, mais qui prend pas ses lecteurs de haut, qui souhaite élargir, et l'Iconopop se glisse à merveille dans cette maison d'édition là, par le biais de la forme poétique. Ouais. Donc avec la sensibilité, vous l'avez dit, et avec donc aussi un rapport au quotidien, un rapport au monde d'aujourd'hui, hein, qui est très présent, surtout chez Akhenaton, notamment. Ouais, mais on veut que ça nous parle, mais chez Akhenaton, mais je pense qu'il y a aussi une notion du contemporain et d'aujourd'hui chez Pauline Delabroix à l'art, qui s'est confinée avant l'heure, si vous voulez. Et même si Clémentine Beauvais parle du 19e siècle, elle nous parle d'aujourd'hui aussi, tout comme les 3 premiers livres qu'on a publiés en octobre avec Mathias Malzieu, Lisette Lombé, Suzanne Robalet. Elle nous parle de nous, mais nos émotions, elles nous arrivent aussi comme ça, c'est-à-dire que quand il y a des auteurs qui arrivent à nous parler de nous, je pense qu'on est plus facilement touché en plein cœur que si elle nous parlait de sujets qui nous étaient plus éloignés. Voilà. Les prochains titres, c'est donc pour l'automne prochain? Oui, ça sera en octobre. Des formes qui vont encore exploser. On va vous surprendre, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Je renvoie donc à la lecture des livres, les 6 livres qu'à ce jour vous avez donc publiés à l'Iconopop, et notamment à Décomposé de Clémentine Beauvais. Voilà, c'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.